Salut, salut les douces pépites. Vendredi matin, nous sommes le 8 juillet, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais juste attendre de voir si vous arrivez, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Alors, j'imagine que le vendredi 8 juillet à 9 heures du matin, c'est pas forcément, on va dire, le meilleur créneau pour lancer un live sur l'archétype du sauveur. Mais de quoi elle nous parle, la meuf? On est en juillet, on est en vacances, on veut qu'elle nous parle de fiesta, de playa et de rosé frais. Eh ben non, Marinette, elle s'est dit que on pouvait profiter de la légèreté des vacances pour aussi aller faire un travail énergétique en profondeur. En tout cas, c'est ce que j'ai eu envie, c'est l'élan que j'ai eu pour cet été avec vous. Pour moi aussi, avant toute chose, parce que ce sont on va dire, des énergies que j'ai traversées ces derniers mois, que j'ai peaufinées, que j'ai affûtées. Et je sais que le complexe énergétique collectif me permet de faire péter les derniers verrous. Donc je me suis dit, alright, c'est absolument ce dont j'ai besoin et les thématiques sur lesquelles j'ai avancé. Donc c'est également ce que je vais proposer aux pépites. J'ai eu envie de vous proposer ces voyages énergétiques. Cool, ça arrive. Salut Elodie, salut Nathalie, Véro, Anaïs. Coucou Sandrine, coucou Joli Soleil. Je suis contente de vous voir. Juste pour terminer ma phrase, parce que je vais encore une fois un petit peu éparpiller, voilà, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'énergétique qui puisse à la fois, on va dire, swinger sur les énergies de l'été, pas se prendre la tête, pas rentrer dans des réflexions mentales ou des coachings qui nous permettent de conscientiser certaines choses, parce que je pense qu'il y a un temps pour tout, et ça c'est bien de le faire dans des périodes où on est un petit peu moins dehors et un petit peu plus dedans. Mais être dans quelque chose peut-être qui vient travailler en profondeur nos différentes structures énergétiques pour pouvoir lever certains masques, certains rôles. On y reviendra. Coucou Mélanie, coucou Odile, coucou Lolotte la Bretonne, coucou Marie. Alors, comment est-ce que ça va? Déjà, première chose, parce que je suis contente de vous voir en live, je voulais savoir comment vous vous sentiez, tout simplement. Parce que moi j'ai pas mal d'échos un petit peu droite-gauche. Apparemment ce début d'été, en tout cas ce mois de juillet est vécu différemment selon les personnes. Par contre j'ai eu beaucoup d'échos de gens « Waouh, ça continue de bousculer ». Je pense qu'on peut définitivement catégoriser 2022 comme une année qui bouscule. Une année qui nous sort, on va dire, de nos habitudes et qui nous invite avec une intensité encore plus grande par rapport à 2021 ou par rapport à 2020 à être sur notre chemin et vraiment à être dans notre essence, j'ai presque envie de vous dire divine, parce que j'entends par essence divine, on va dire être soi au-delà de tous les rôles que l'on peut jouer ou incarner plus ou moins consciemment, parce qu'évidemment on n'incarne pas des rôles souvent de notre propre volonté ou de notre propre chef, c'est vraiment notre structure qui est établie comme ça, de par notre expérience, de par notre histoire d'âme, et aussi on va dire une année pour gagner en clarté. J'insiste beaucoup sur la clarté parce que moi j'ai vraiment eu la sensation ces derniers mois d'être, alors j'ai même plus envie de dire d'être invitée, c'était plus d'être claquée, oui, parce que j'ai vraiment eu l'impression de me prendre de bonnes baffes, d'être claquée à observer les choses de manière claire, à être focus sur des faits et pas sur les idées que je pouvais m'en faire, à être focus sur, ou en tout cas à mettre le zoom sur, ok, mais quelle est la réalité, quel est l'état des lieux, quel est l'état des faits en l'instant, si tu décroches de toutes tes envies, si tu décroches de tes intentions, si tu décroches de ce que tu veux et que tu fais simplement le constat de ce qui est, qu'en est-il? Voilà, le gain de clarté qui est souvent un petit peu compliqué à faire, que ce soit déjà de soi à soi ou de soi avec les autres, tout simplement parce que ça correspond pas toujours à ce que l'on aimerait que des choses soient. Donc ça entraîne des formes de jugement, des zones de résistance, des zones de non-acceptation. C'est pour ça qu'on a du mal à observer les choses de manière claire parce que ça vient vraiment titiller, j'ai envie de dire, ce que notre ego a décidé pour nous. Notre ego, une partie de nous, décide que les choses doivent se passer d'une certaine manière ou souhaite que les choses se passent d'une certaine manière. Et observer les choses avec grande clarté, ça veut dire
potentiellement, ou en tout cas il y a une probabilité de faire le constat que non, les choses ne sont pas telles que je me les suis imaginées. Donc ça nous invite à lâcher les résistances, à lâcher prise, à être dans de la confiance, à être dans de l'ouverture. Ça vient jouer, on va dire, sur des ficelles et des boutons qu'on n'a pas forcément l'habitude de manier, ou en tout cas on les manie, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on les manie avec excellence et un level d'expert. Donc en tout cas, ça vient un petit peu nous secouer. Pour moi, 2022, c'est vraiment tout ça. Hein. C'est cette invitation ou cette claque à la liberté dont on a tous envie. Et cette liberté, elle passe par le fait d'aller ouvrir certaines portes, d'aller déverrouiller, on va dire, certains loquets et d'observer les choses avec beaucoup de clarté, d'être dans une compassion infinie par rapport à tout ce qui se passe, d'être dans une confiance relativement affûtée envers toutes ces énergies qui nous entourent, envers nous-mêmes, envers ce que la vie nous a prévu. C'est à la fois du lâcher-prise, c'est à la fois de la confiance, c'est voilà, c'est beaucoup plus d'essence divine dans ce que nous incarnons ou ce que nous devons incarner au quotidien, au-delà vraiment de tous nos archétypes. Alors, qu'est-ce que je vois? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi il y a un an, je me suis cassé le col du fémur? Alors attends, je vais sortir ma boule de cristal, Nathalie, pour voir pourquoi tu t'es pété le col du fémur dimanche dernier. Je pète la margoulette sur un chemin, branche mal placée, humérus. Regarde tout ce qui touche, évidemment, j'ai pas la réponse pour toi, hein, mais tout ce qui touche les jambes, c'est notre capacité à avancer, c'est notre passage à l'action. Attendez, j'ai un petit cheveu dans l'œil, relativement... Peut-être que je ne veux pas voir, c'est la meuf qui interprète tous les trucs. Cela veut dire que je ne veux pas voir. Donc tout ce qui touche aux jambes, je suis désolée, j'ai toujours ce truc. Tout ce qui touche aux jambes, je vais y arriver. Tout ce qui touche aux jambes, c'est notre capacité à avancer et notre passage à l'action. Donc peut-être, regarde si tu as tendance à passer en force dans certaines situations, si tu as tendance à peut-être trop en faire, si tu as tendance à persister dans une direction qui est peut-être compliquée pour toi, qui est peut-être pas le choix premier au final de ton âme. Peut-être que tu as besoin de plus de repos, peut-être que tu as besoin de plus d'ouverture, peut-être que tu as besoin de simplement aller expérimenter d'autres chemins qui potentiellement pourraient être meilleurs pour toi. Au moins peut-être déjà ouvrir la porte à... Donc en tout cas, voilà, les jambes, c'est notre capacité à avancer. Donc lorsqu'on se fait mal le bas du corps et qu'on est... voilà, qu'on va être cloué au lit ou qu'on va plus pouvoir avancer comme on le souhaite, ça touche toujours un peu ça. Alors, juste hop là, je vous remonte un petit peu, plein rush déménagement, ça swing baby, fatigué. Il faut dire qu'il fait chaud aussi, hein. Ok, bon, je vois, il y en a qui sont en forme aussi, hein. Cool. Coucou Christelle. Donc, aujourd'hui, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure, hein, je remonterai un petit peu le fil de discussion. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'archétype du sauveur. Je voulais parler aussi, en gros, hein, sans se prendre le chou, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, là, l'été, on n'est pas censé rentrer dans des modes réflexifs incroyables, ou en tout cas travailler la structure mentale. On est sur quelque chose qui est plus léger à l'extérieur, qui est invitant on va dire, à l'ouverture, et on peut profiter de cette énergie-là pour aller travailler sur nos couches profondes avec légèreté. Voilà, j'ai juste envie de dire ça. Donc l'idée aujourd'hui, en fait, c'était un peu de décroter certaines choses, de mettre un peu de lumière, on va dire, allez, pour rassurer et pour faire plaisir à notre plan mental, pour préparer la suite, parce que lundi, il y aura un soin énergétique sur l'archétype du sauveur, un soin collectif que nous partagerons ensemble ou pas, selon l'appel que vous ressentez dans votre cœur. Voilà, c'est juste de faire un petit déblayage. En gros, le voyage au cœur de soi, ce que je vous ai présenté, donc j'ai lancé ça la semaine dernière, j'y suis vraiment allée au feeling. J'y suis vraiment allée au feeling des transformations que j'ai faites, on va dire en gros ces 2 derniers mois, qui ont été engagées, on va dire, depuis un moment, hein, comme tout le monde, mais en tout cas qui ont créé énormément de mouvements ces 2 derniers mois. Il y a ce qui se passe, on le sait, en coulisses, et puis il y a le moment où on passe à l'action et où on crée les changements. Donc ça a été vraiment des étapes que j'ai passées. Le côté sauveur,
c'est quelque chose que j'ai connu. Je pensais en avoir complètement terminé avec ça, pour être honnête avec vous. C'est-à-dire qu'il y a encore 6 mois, si vous m'aviez parlé de l'archétype du sauveur, je vous aurais clairement dit non, non, c'est bon, ça c'était un truc d'avant. Avant, j'étais une sacrée sauveuse. Maintenant, je le suis plus. Bon, on se raconte des histoires, hein, souvent. Non, non. Force était de constater qu'il y avait encore des bribes et qu'il y avait encore des parties de moi qui avait tendance à s'oublier, qui avait tendance à faire passer l'autre en priorité, qui du coup n'était pas en mesure de faire des choix réellement alignés parce que cette structure de sauveuse était encore présente dans les racines et dans les fondations. Donc c'est quelque chose que j'ai traversé et du coup que j'ai envie de vous proposer parce que je me suis rendu compte de l'impact incroyable que ça pouvait avoir sur ma vie et également sur la répétition des scénarios en termes donc de relations amoureuses, en termes de répétition de situations et d'environnement. Ensuite, j'ai traversé, donc dans ce voyage au cœur de soi que je vous propose, il y a l'archétype de la victime. Alors ça, je pense quand même à un moment donné, hein, qu'on l'a tous, à des niveaux plus ou moins élevés. La victime en nous, c'est une partie de nous. Voilà, on cherche pas absolument à la fouetter, à lui dire qu'elle n'a pas à être là. Ça fait partie de notre humanité aussi, des fois, de ressentir ces zones d'impuissance. Ça nous permet aussi de connecter avec ces zones d'impuissance. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Là où ça devient beaucoup moins intéressant, c'est lorsqu'on s'identifie à ce côté victime, lorsqu'on a l'impression d'être la victime et que donc du coup toutes les décisions et tous les pans de notre vie vont être en résonance avec ce côté victime. On va attirer à nous des situations qui nous donnent l'occasion encore et toujours de nous sentir victimes et donc de nous victimiser. Sauf que nous, c'est pas ce qu'on veut, parce que nous, on veut être des personnes responsables, on veut être des créateurs en puissance. Donc, c'est quelque chose encore que j'ai traversé, ce petit côté victime que je peux ressentir aussi. Hein. Des fois, j'ai des petits pets de victime. Vous savez, le petit truc d'un coup qui pue, qui sort. Oh, ça sort d'où? Oh, c'est la victime. D'accord. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose, pareil, énergétiquement, que j'ai eu envie, j'ai eu l'appel de vous proposer ça pour cet été. La blessure d'injustice, je vous fais un topo des soins énergétiques de cet été. Hein. La blessure d'injustice, parce que c'est une blessure que je connais plus que par cœur et qui a de nouveau été réveillée ces derniers mois. J'aurais peut-être pu vous parler d'une autre victime, hein, on pourrait partir sur d'autres choses. Je vous parle vraiment des choses qui me concernent moi parce que mon meilleur moyen de transmettre et de partager avec vous et de guérir avec vous, c'est d'être dans l'essence de ce qui me concerne, d'accord, de ce que j'ai pu analyser de moi. Je suis bonne dans la traversée de la mer pour vous expliquer comment nager derrière, voilà. Donc, la blessure d'injustice, qui est une blessure qui, sur le plan émotionnel, vient créer beaucoup de chamboulements intérieurs, qui active l'archétype de la victime, évidemment, et qui va avoir tendance à nous influencer dans nos comportements, dans nos réactions, et évidemment dans notre manière de percevoir la vie. Donc, il y aura la victime. Et en fait, si vous voulez, à la suite de ces 3 soins donc, qui visent une forme de libération et de guérison, au mois d'août, il y aura les soins sur archétype, résilience et lâcher prise. Donc, pour vraiment intégrer une structure où on est quelque part en acceptation de ce qui se passe pour go with the flow, pour vraiment avancer avec le flow en gardant constamment notre capacité à créer, à rebondir, à générer et à saisir les opportunités dans toutes les situations de vie, même les plus désagréables. Parfois, le cadeau est mal emballé. Et ensuite, il y aura l'archétype confiance en soi et confiance en la vie, encore une fois, pour venir intégrer, on va dire, une posture de confiance, que ce soit par rapport à notre propre capacité à avancer, à créer et à modeler la vie qui nous correspond, et confiance en la vie, dans le sens à intégrer le fait que la vie collabore toujours avec moi et m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir m'épanouir au maximum. Donc le voyage au cœur de soi, c'est ça. Il y a des personnes qui m'ont posé la question, tout est écrit dans le descriptif du voyage au cœur de soi, mais on m'a quand même posé la question, alors je vous le dis oralement, vous n'êtes pas obligé de participer à tous les soins. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'était de vous proposer un petit peu quelque chose en mode festoche, en mode festival. D'ailleurs, j'ai fait un petit visuel qui me rappelle, moi j'adore les festivals de musique, qui me rappelle un peu les festivals auxquels j'ai participé. Dans ce festival, il y a plusieurs concerts. Soit vous décidez de prendre le pass pour l'été et de participer à tous les concerts parce que ça a une résonance chez vous, soit
on va dire, tout le festival ne résonne pas chez vous, donc vous pouvez prendre le concert à l'unité en fonction de ce qui vous botte. Voilà, soins collectifs, 1 heure, toutes les dates sont posées. On booste, on va dire, à travers nos énergies, ensemble comme on l'a toujours fait jusque-là. On passe un agréable moment. Derrière, on poursuit notre vie. Des questions par rapport à ça, avant que j'enchaîne sur le sauveur? Alors, juste... Alors... Oh là là, Christelle, bonnes vacances. Coucou Julie. Moi, ça m'a trop parlé, la totale. Ça doit être les résonances qu'on a entre nous. Comme je vous propose des choses que j'ai traversées, parce que la résilience, confiance en soi, confiance en la vie, ça, pour le coup, c'est un archétype que je suis en train de beaucoup renforcer chez moi. C'est quelque chose que j'avais déjà intégré sous différents niveaux, mais bon, comme on sait qu'on apprend toute notre vie, on est toujours amené à, on va dire, renforcer, libérer certains archétypes et en renforcer d'autres. Donc, du coup, par rapport à moi, tout ce qui s'est passé, je veux dire, une vie qui a pris un tout autre tournant que ce à quoi je m'attendais en l'espace de très peu de temps, du coup, j'ai intégré un petit peu plus la résilience, j'ai intégré un petit peu plus le lâcher-prise, la confiance en moi, la confiance en la vie, et c'est quelque chose que je continue de muscler, de faire du sport, je continue de muscler ça quotidiennement. Je vous parle d'archétype, pourquoi? Je pense que c'est important en fait de comprendre le terme. Un archétype, en gros, ça va être un fonctionnement. Ça va être un modèle. En gros, c'est le moule, vous savez, dans lequel votre âme, elle s'est un petit peu glissée avant de s'incarner parce qu'elle a fait certains choix et elle s'est dit, ok, moi, je vais revenir, on va dire, sur Terre avec ce fonctionnement, cette structure-là, pour pouvoir apprendre à m'en délester, pour pouvoir apprendre à acquérir ceci, pour pouvoir apprendre à libérer cela. En tout cas, voilà, elle a un moule et elle choisit, on va dire, une famille et des expériences de vie en fonction de ce moule-là. Donc, c'est juste à comprendre déjà que ça va être des choses dont on n'a pas forcément conscience. D'ailleurs, nous sommes des gens qui avons conscience des choses un petit peu plus chaque jour, qui mettons la lumière, qui nous nous efforçons de mettre la lumière, on va dire, sur nos fonctionnements. Mais regardez, par exemple, je suis sûre que ça vous est arrivé de voir des gens constamment agir comme des sauveurs et ne même pas se rendre compte, en fait, que ça va être un fonctionnement presque automatique chez eux. Que ça leur convienne ou pas, qu'ils en soient heureux ou un peu malheureux, qu'ils soient mitigés, ils agissent automatiquement comme ça. C'est encore plus flagrant chez la victime. Là, il y a des gens, ils sont constamment en posture de victime et constamment dans presque une incapacité, en fait, de voir que leur facette victime est devenue leur facette générale. Genre, la boule à facettes, vous savez, il n'y a plus les petits carreaux, en fait. C'est juste un miroir. Voilà, c'est un miroir rond comme ça, et peu importe comment ça tourne, la victime est toujours là. Il y a des gens qui sont totalement identifiés, à ça. Donc, comprenez que c'est vraiment des fonctionnements qu'on a à l'intérieur de nous, et effectivement, plus on arrive à s'observer dans ces fonctionnements-là, plus on va être en capacité de pouvoir libérer et de pouvoir transformer, de pouvoir prendre des décisions dans notre cœur en disant « All right, j'observe ça, à un moment donné, ça ne me correspond plus. » On aurait pu parler de l'archétype du dépendant affectif. C'est un fonctionnement, on l'a tous, ça pareil. On a tous dans notre structure, on va dire, des fondations de dépendance affective qui vont être plus ou moins grosses en fonction de notre histoire, en fonction de ce que l'on a à bosser, du chemin de notre âme, tout ça. Donc après, est-ce que je m'identifie à ça ou est-ce que j'arrive à prendre un petit peu de recul avec ça? Donc moi déjà, par rapport à cet archétype du sauveur, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous vous posez 3 secondes, que vous fermez les yeux et que vous demandez simplement à être en clarté de cœur et en authenticité, en vérité intérieure, et que vous vous demandez intérieurement, ok, est-ce qu'il y a encore des zones chez moi qui ont tendance à vouloir sauver l'autre? Quelle est la réponse? C'est important, en fait, tout part de l'authenticité, de cette honnêteté qu'on va avoir de soi à soi. Si on m'avait posé la question il y a quelques mois, je ne sais pas si j'aurais été capable de donner la vraie réponse en disant « oui, il y a encore des zones qui sauvent chez moi ». Ou j'aurais peut-être dit « oui, il y a encore quelques petites zones », mais si vous voulez, je l'aurais dit en fermant un œil. Parce que reconnaître ça, c'est reconnaître que j'oublie une partie de moi. À partir du moment où vous êtes dans l'archétype du sauveur, vous faites passer l'autre
régulièrement en priorité. Les ressentis de l'autre deviennent plus importants que vos propres ressentis. Souvent, les gens qui sont dans l'archétype du sauveur, ce sont des personnes qui ont une empathie qui fait que « Oh mon Dieu, je peux ressentir ce que ressent l'autre. Oh mon Dieu, je peux comprendre ce que traverse l'autre. Donc du coup, je vais pouvoir m'adapter pour que l'autre peut-être ne souffre pas trop, pour que l'autre peut-être ne soit pas trop contrarié, pour pouvoir aider l'autre à sortir, on va dire, de sa bouse. En tout cas, il y a cette espèce de compréhension et d'empathie qui en devient presque malsaine. Je dis malsaine parce que l'empathie, c'est génial pour pouvoir comprendre le fonctionnement des autres, pour pouvoir comprendre que voilà, tout le monde a des blessures et que l'autre réagit peut-être de telle ou telle manière parce qu'il a été piqué à un moment donné. Donc c'est très bien l'empathie pour ça. Pour autant, cette empathie, elle peut devenir malsaine à partir du moment où je comprends l'autre et donc je décide d'adapter mon comportement pour pouvoir faire du bien à l'autre, quitte à m'asseoir grassement, le cul bien douillé, on va dire, sur une partie de moi, parce que finalement, moi j'ai compris, donc c'est pas grave si ça vient me titiller, moi je vais continuer de faire mon petit boulot pour me détacher de tout ça, parce que moi je suis le spirituel, il y a un peu ça aussi chez les sauveurs, moi je suis la personne quand même en conscience. Donc comme je suis la personne en conscience et que j'ai conscience de tout ce qui se joue, moi je peux faire le taf et donc du coup en plus adapter mon comportement pour que l'autre finalement ne soit pas trop heurté ou pour que l'autre soit, on va dire, plus confort. Donc il y a cette forme de priorité envers l'autre. Le ressenti de l'autre devient plus important que notre propre ressenti. Là encore, vous pouvez fermer les yeux, main sur le cœur. Est-ce que j'ai tendance à faire ça ? Reconnaître ça, ça peut être compliqué parce que ça veut dire, si vous reconnaissez ça, vous allez voir vos déséquilibres relationnels. Vous allez voir toutes les fois où vous vous perdez, vous allez voir toutes les fois où vous vous oubliez encore, même si ça vous semble mince, ça va quand même vous apparaître au visage et vous allez ressentir cette invitation à rééquilibrer la balance et à réajuster la relation. Ça veut dire changer de comportement. Ça veut dire arrêter de faire en fonction de l'autre. Ça veut dire considérer le point de vue de l'autre, considérer son ressenti, mais donner plus d'importance à son propre ressenti personnel. Ça veut dire commencer à évaluer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ce qu'il a peut-être été et ce qui ne l'est plus. Ça veut dire se positionner. Ah, c'est tout un truc. Qu'est-ce que vous me dites ? Comprendre, c'est le con qui prend. Alors, en formation d'hypnose, on nous avait dit comprendre, c'est le con qui prend. Eh ben, c'est pas con, Mélanie, je te remercie pour ça. Et moi, j'ai encore si vous voulez, j'ai encore j'ai une expression encore plus simple, c'est trop bon, trop con. Voilà. Vous pouvez aussi, trop de bonté envers le monde, envers autrui, envers l'autre, trop con. Voilà, trop bon, trop con. C'est facile aussi à retenir. Ouf, c'est fini pour moi. Ça, je passe avant et je ne suis pas honnête, mais juste, je prends soin de moi. Eh ben, c'est très bien. Et vous savez, moi, ce truc de sauveuse, je m'étais toujours dit, franchement, en sortant de ma précédente relation, donc il y a 4 ans, je m'étais dit, là, c'est bon, c'est terminé. C'est pour ça que j'ai envie de vous apporter des petites notions de subtilité. Je me suis dit, c'est terminé. Moi, j'ai plus ça, j'ai plus ce truc de sauveuse, donc maintenant, je peux passer à autre chose. Et puis, il s'avère que je suis re-rentrée dedans. Sans m'en rendre compte, pourquoi ? Parce que j'ai eu quelqu'un de complètement différent en face de moi, parce que on m'a présenté la même situation, mais dans un emballage, on va dire, différent du précédent. Et donc, j'ai eu tendance à attribuer mon côté sauveur, mon côté sauveuse à la situation précédente et à la personne précédente dans le contexte précédent. Ce qui m'a pas permis de voir ou d'anticiper le fait que ce qui était en train de se représenter devant moi, sous, on va dire, une autre beauté, en fait, sentait encore la situation compliquée où j'allais devoir sauver. Le sauveur, il voit toujours le potentiel et la lumière chez l'autre. Alors, ça fait aussi partie des âmes qui sont empathiques et des âmes qui sont dans l'énergie de l'amour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travailleurs de lumière
qui ont cet archétype du sauveur. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le cœur, qui sont dans l'archétype du sauveur, parce qu'il y a vraiment, on va dire, des critères communs. Le sauveur est capable de voir le potentiel de l'autre. C'est-à-dire que concrètement, on vous présenterait une bouse, vous seriez capable de voir qu'il y a une petite paillette qui est venue se coller sur la bouse et que si on se concentre bien ensemble sur la petite paillette, toute la bouse va pouvoir se transformer, presque j'ai envie de dire, en starlight, vous voyez, en étoile, en quelque chose de très lumineux. Le sauveur, il voit ça. Il rencontre quelqu'un, il va se lier d'affection, d'amitié ou d'amour pour cette personne-là parce qu'il va voir le beau, il va voir le bon et donc il va voir le potentiel. Lorsque l'on souhaite rééquilibrer la chose, parce que c'est génial de voir le bon chez les gens, hein, et ça, j'empêcherai jamais quiconque en fait de voir la beauté chez les personnes qui nous entourent. Je pense que c'est vraiment une qualité précieuse dans un monde où beaucoup d'autres personnes ont tendance à voir que ce qui ne va pas ou que ce qui est moche. Voilà, donc c'est merveilleux de voir le beau chez les gens. Maintenant, il n'y a qu'une chose qui compte dans l'ici et le maintenant, c'est qu'est-ce qui est matérialisé. Quels sont les faits? Voir le beau chez quelqu'un, c'est fantastique. Par contre, voir un potentiel, s'il n'est pas matérialisé, ce potentiel-là dans la matière, ça ne sert à rien. Parce qu'on a tous des potentiels inexploités à l'intérieur de nous. J'ai des potentiels certainement qui sont inexploités à l'intérieur de moi. Peut-être que quelqu'un sera en mesure de voir ces potentiels-là. C'est pas parce que la personne en face de moi voit les potentiels inexploités de Marina que Marina va automatiquement développer ces potentiels-là dans cette vie-là. Peut-être que oui, peut-être que non. On n'en sait rien. Inch'Allah. Donc, si vous voulez rééquilibrer, main sur le cœur, on respire un coup. Est-ce que j'ai tendance à voir le potentiel des gens et à m'accrocher à ce potentiel en m'imaginant qu'avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et puis on va dire un peu d'huile de coude, ce potentiel-là va pouvoir prendre sa juste place chez la personne et va pouvoir lui permettre de briller. Est-ce que j'ai tendance à faire ça? Observer avec clarté. Si c'est un comportement que vous avez, vous êtes dans l'archétype du sauveur, mais c'est qu'en plus, il va falloir à un moment donné apprendre à rééquilibrer pour être au plus juste pour vous, parce que le potentiel d'une personne ne reste que le potentiel d'une personne. On ne sait pas du tout si ce potentiel va pouvoir prendre vie à un moment donné. Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui compte, c'est ce qui est présent ici et maintenant. Ouais, ça me parle beaucoup. Je vois la lumière et le potentiel. J'ai du mal à laisser l'autre gâcher ça. Et pourtant, l'autre est responsable. Le sauveur, c'est intéressant parce que tu amènes la notion de... J'ai du mal à remettre l'église au milieu du village. J'adore, Béatrice, cette expression, remettre l'église au centre du village. En fait, il y a souvent le sauveur, il a accès à trop d'informations. Donc du coup, c'est vrai qu'il ne sait plus comment se positionner parce qu'il dit « Ouais, mais attends, l'être humain en face de moi, il a de la lumière. Donc cette lumière, elle mérite de se développer. Cette lumière, elle est là. Donc elle peut vraiment en fait s'incarner chez ce personnage-là. Mais si je fais preuve de compréhension et si je fais preuve d'amour, de toute façon, ça va forcément fonctionner. Parce qu'on nous a aussi beaucoup montré, depuis qu'on est jeune, au travers de films, au travers de comédies, au travers de séries et au travers de livres, que bien évidemment, l'amour peut tout transformer. Le nombre de fois où on a assisté à des séries bouseuses où l'homme qui était en déchéance a été sauvé par l'amour d'une femme, c'est quand même assez hallucinant. Sauf que ça, dans la vraie vie, ça ne se passe pas forcément comme ça. L'homme qui est dans une situation catastrophique, je prends cet exemple, hein, mais ça peut être l'inverse, hein, ça peut être une femme, voilà, une femme à sauver avec un homme qui est là et qui voit son potentiel. Mais tout ça pour vous dire que la personne qui se transforme au travers de la relation d'amour, c'est parce qu'elle-même a décidé de se transformer au-delà de la relation d'amour, pas parce que son compagnon ou sa compagne a décidé de le transformer au travers de la relation d'amour. Vous voyez ce que je veux replacer? Donc, si vous voulez, on est aussi construit et on est aussi entouré de beaucoup de visions qui, à un moment donné, nous desservent et nous empêchent, comme dirait Béatrice, de remettre l'église au milieu du village parce qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Si vous re-rentrez dans votre sein personnel, votre poitrine, je fais 2-3 jeux de mots en passant, hop là, et que vous mettez votre main sur le cœur pour vous demander qu'est-ce qui est le plus juste pour vous. Moi, j'ai envie de dire, revenez à des faits, amis sauveurs. Voir un potentiel, c'est génial, mais s'il n'est pas exploité, ça sert strictement à rien. Il n'y a que la personne qui peut exploiter ça. Point barre.
La notion de responsabilité, comme l'amenait Anaïs, le sauveur va avoir tendance à prendre des responsabilités qui ne sont pas les siennes, puisque de toute façon, il a mieux compris, il a plus compris. Il a compris l'autre, il a compris la vie, il comprend ce qui se joue, il comprend beaucoup de choses, hein, donc le sauveur. Donc comme il comprend beaucoup de choses, en tout cas, je m'adresse aux personnes qui sont en conscience, voilà, et qui ont fait un chemin, parce que si vous me regardez là aujourd'hui, c'est que vous avez fait un chemin, mais que vous vous sentez quand même attiré par cette thématique, parce que force est de constater qu'il y a peut-être encore des croûtes chez vous, donc vous avez conscience du truc. On prend des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Lorsque l'on considère le ressenti de l'autre plus que son propre ressenti, on est en train de prendre une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Lorsque on fait preuve de surcompréhension parce que l'autre a telle ou telle réaction, un petit peu en mode l'autre pète, c'est vous qui dites pardon. Vous voyez l'image ? Lorsque vous faites ça, vous enlevez la responsabilité de l'autre. Vous la prenez sur vous. Non, si l'autre pète, c'est à lui de dire pardon. C'est pas à vous de dire pardon. Basta. Réfléchissez le nombre de fois où peut-être vous avez pris une responsabilité qui n'était pas la vôtre par rapport à un comportement du compagnon, de la compagne, d'un ami, d'un parent aussi, parce qu'on peut être le sauveur de la terre entière. Hein. Donc là, je parle des relations spontanément, mais des relations sentimentales. Mais voilà, ouvrez la porte, ça peut se jouer avec n'importe qui. Le nombre de fois où quelqu'un a une réaction émotionnelle et « Ah ouais, d'accord, ok ». Donc c'est peut-être parce que j'ai dit ça de cette manière-là que l'autre réagit comme ça. Sauveur! Sauveur! Le sauveur se remet constamment en question pour pouvoir jouer de suradaptation et surtout pour correspondre au mieux à la personne en face de lui, que l'autre puisse rester dans ses petits chaussons, dans ses petites pantoufles. Donc prend des responsabilités de cailloux dans la chaussure qui ne sont pas les siennes. Si l'autre est piqué par une réflexion, c'est à l'autre de faire le boulot émotionnel, c'est à l'autre de rentrer à l'intérieur de lui pour voir ce qui s'était joué. C'est pas à vous de rentrer à l'intérieur de l'autre pour voir qu'est-ce qui se joue et pour du coup la prochaine fois éviter de lui mettre un caillou dans la chaussure. Vous n'aidez pas l'autre et vous ne vous aidez pas vous. Vous ne sauvez rien chez l'autre, absolument rien, parce que finalement ça l'empêche de se mettre face à ses propres problématiques, à ses propres contraintes. Donc ça l'empêche finalement de s'apporter la guérison dont il a besoin. Et vous ne vous aidez pas non plus. Parce que du coup, toutes ces parties qui, elles, ne sont pas peut-être OK avec ce qui se passe, sont mises de côté. Donc sont oubliées petit à petit. Donc vous allez sentir un décentrage. Qui dit décentrage dit derrière, on a moins de clarté, on a moins d'énergie et on a moins de discernement. On ne sait plus comment agir. J'ai vu que la sauveuse en moi, ces derniers mois, perdait complètement son discernement. Pourquoi ? Parce qu'elle avait passé des mois à faire en fonction de l'autre et à ne plus faire en fonction d'elle-même, même si elle sentait des parties qui étaient vraiment pas OK. À force de s'oublier, il y a une espèce d'oubli et de voile général, en fait, qui se met à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous et qui nous empêche de voir clairement les situations et de prendre les décisions les plus justes pour nous. Le sauveur, il aime voir l'autre dans la merde. Je vais te sortir. Donc, il va attirer à lui des situations où l'autre en chie, l'autre galère parce que le sauveur a la solution. Bien évidemment. T'inquiète, je vais t'aider. Je te tends la main. Si vous vous rendez compte que dans vos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient sentimentales ou whatever, en tout cas, les personnes que vous rencontrez sont toujours des personnes qui sont dans des problématiques, c'est que assurément vous êtes un sauveur. Des personnes en transition, des personnes qui ont des histoires compliquées, des personnes à qui il arrive des galères, des personnes qui en chient. C'est que vous êtes un sauveur. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a un attrait, pourquoi il y a une attirance pour ces personnes-là ? Je le vois, vous savez, je vois avec mon ancien compagnon, c'est que quand je l'ai rencontré, il était en transition. Et pour moi, c'est vraiment un personnage qui est tellement coloré et tellement plein d'énergie que je me suis dit « Oh non, c'est bon, la situation ne se rejoue pas. » Et certes, il est en transition, certes, je vois le potentiel, mais vraiment, il a toutes les capacités à l'intérieur de lui. Donc, vraiment, je ne suis plus du tout dans un rôle de sauveuse. Je me rends compte maintenant, avec le recul, que si j'avais été complètement sortie de mon archétype de sauveuse, la personne en transition ne m'aurait pas intéressée. Ça peut paraître un peu dur, en fait, de dire les choses comme ça, mais c'est la réalité.
C'est-à-dire qu'un homme en transition qui est en train de se chercher et dans lequel je sens qu'il y a des trucs à aller guérir, ne m'aurait pas intéressée. J'aurais peut-être simplement lié, allez, éventuellement une relation amicale avec cette personne, mais je n'aurais pas eu envie de rentrer en relation amoureuse avec cette personne. À l'heure actuelle, je sais que si demain je dois rencontrer quelqu'un, ou le moment où je rencontrerai quelqu'un, si cette personne me dit qu'elle est en transition, qu'elle se cherche, qu'elle est en train de se chercher du sens à sa vie, ou de guérir ses vieilles blessures, mais je pars en courant, les amis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter d'intérêt aux gens qui sont en transition. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je dis juste que de toute façon, il y a tous les archétypes qui se jouent sur la Terre et que, voilà, qu'est-ce qui fait que deux personnes sont attirées l'une par l'autre à un moment donné? C'est parce qu'il va y avoir, par exemple, un sauveur et un sauvé. Et que si on sort de ce rôle-là, si on accepte de ne plus être un sauveur, automatiquement, on ne va plus rentrer dans des jeux où l'autre a besoin d'être sauvé. Donc, on rencontre des personnes qui sont différentes et on refuse de rentrer, on va dire, allez, dans certaines fibres relationnelles. C'est juste une évidence, hein. Il n'y a pas de jugement sur les gens en transition ou quoi qu'est-ce. C'est des questions d'énergie, voilà, et de posture. Alors, attendez, je vous lis un petit peu, hein. Ah, j'ai toujours été une sauveuse. Je me suis pris une grosse claque. Maintenant, je sais que je ne peux pas sauver les gens malgré eux. Ouais, et je peux laisser des plumes. Ah, bah normalement, quand on en a fait... J'adore ta façon de voir un potentiel. C'est vrai qu'il ne peut ne pas se développer. Tout à fait. Hop. Oh là là. Attendez, je vous redescends parce que... Ah, j'en ai refusé une justement récemment. C'est des questions d'énergie. En fait, je crois que du coup, si on veut sortir 3 secondes du mental, et puis pour simplement sentir en fait les personnes qui sont en face de nous, vous le sentez. Si ce sont des personnes avec lesquelles vous allez rentrer dans cette posture de sauveur ou de sauveuse, ou si c'est des personnes avec lesquelles les choses vont être équilibrées parce que finalement, il va y avoir un juste échange et un juste partage. Je crois que sans rentrer dans une suranalyse de « ok, qui j'ai en face de moi, comment cette personne agit, alors du coup, est-ce que je vais sauver ou est-ce que je vais pas sauver ?» C'est vraiment une question de ressenti énergétique et de ressenti global de la personne. Et c'est en étant connecté à ce ressenti global de la personne que vous allez pouvoir sentir si ça vient activer votre structure de sauveur ou pas. Plus que les critères. L'erreur que j'ai faite, c'est justement d'avoir mis le sauveur et la sauvée, tous ces critères-là, sur un type de personne il y a quelques années. Et donc, forcément, quand j'ai quitté ce type de personne, je me suis dit, c'est bon, c'est terminé. Marina, plus sauveuse, ça c'est sûr. Effectivement, Marina, beaucoup moins sauveuse qu'à une époque. Je sais que je ne le fais plus avec mes amis. Mes amis, je les aide lorsqu'ils ont besoin d'aide, mais je ne cherche plus à les sauver. Je ne rentre plus dans ce game-là. Donc, je me suis modifiée au fil des années. C'est vraiment maintenant d'autres trucs, j'atteins, on va dire, d'autres couches. Mais le fait d'avoir mis ça à un profil de personnes, un profil de relationnel amoureux et un profil relationnel amical, c'est limitant parce que du coup, chaque personne qui vous est présentée est différente avec des qualités et des faiblesses, on va dire, qui lui sont propres et vous pouvez passer à côté de votre propre ressenti tout simplement en vous faisant croire que là, vous n'allez pas rejouer la même situation parce que c'est pas la même personne. Évidemment que c'est pas la même personne, on est tous différents. Donc évidemment, voilà. Donc il faut vraiment écouter à l'intérieur de soi. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ce truc-là, parce que là, je vous ai parlé de comment ça se matérialise un petit peu l'archétype du sauveur. Ce qui va être intéressant lundi, c'est qu'on va aller dans sa construction. Donc moi, le boulot énergétique que je vais vous proposer au travers des soins énergétiques, c'est pour aller vraiment dans, ok, à un moment donné, les fondations, elles ont été faites d'une certaine manière. Et comme elles ont été faites d'une certaine manière, on va aller les bouger. On va aller vraiment libérer ce qu'il y a à libérer pour remettre des fondations, on va dire, toutes propres, toutes saines par rapport à ça. J'ai fait un gros boulot depuis 1 mois et demi. Alors, ça avait commencé au travers même il y a 2 mois, au travers d'une séance d'hypnose que j'ai faite en lien avec, ok, pourquoi je me retrouve toujours dans des situations à sauver? Et je suis remontée hyper loin en hypnose et j'ai trouvé ça méga intéressant. Je vous avais fait un post là-dessus. Je suis vraiment remontée dans le ventre de ma mère,
dans le couple de mes parents, dans comment j'ai été créée, comment j'ai été enfantée, qui je suis venue sauver à un moment donné, comment ça avait été engrammé à l'intérieur de moi et comment, quelque part, cette petite boule de neige qui a été mise en place à l'intérieur de moi a grossi au fil des années. J'ai pu revoir différentes situations de vie et j'ai pu surtout, du coup, le fait de les revoir, aller leur apporter de l'amour, aller guérir et puis vraiment implanter des intentions, on va dire, fortes et lumineuses par rapport à la nouvelle constitution que je voulais avoir. Et c'est fou parce que cette séance d'hypnose, c'est la première fois que je vis autant une séance d'hypnose en conscience. Alors, la thérapeute était sûrement très très bonne, mais il y a un truc qui avait bougé aussi chez moi dans ma manière de le faire, c'est-à-dire que j'ai été persuadée en faisant cette séance que des choses allaient bouger. Et effectivement, derrière, c'est ce qui a fait que j'ai pris la décision aussi de partir de la relation. Donc ça n'a pas été très très confortable, vous imaginez, après la séance d'hypnose, j'ai senti qu'il y avait des trucs qui s'étaient détachés et d'un coup, en fait, considérer l'autre plus que moi, continuer de sauver l'autre plus que moi, sachant que la situation se détériorait dans mon couple et ça devenait de pire en pire, bah, c'est devenu insupportable. C'est-à-dire que c'était comme s'il y avait vraiment des trucs qui avaient bougé et que être dans cette posture de constamment tendre la main, c'est devenu mais insupportable, mais vraiment une colère par rapport à ça. Donc c'est ce qui a fait bouger les choses. Et derrière, quand j'étais en Inde, je me suis beaucoup posée sur cette facette-là, sur la victime, sur finalement tout ce que je vous propose tout au long du mois. Et j'ai vu comment je pouvais faire bouger les choses. Donc l'idée lundi, c'est vraiment ensemble que je vous fasse repartir en voyage énergétique, méditatif, hypnotique, vous appelez ça comme vous voulez. Si vous avez déjà bossé avec moi, vous savez comment je bosse dans mes méditations. Se faire guider bien évidemment par toutes les instances énergétiques et lumineuses qui voudront bien être là, ça je le saurai le jour J, dans le processus, et de revenir à la source pour pouvoir quelque part transformer l'histoire, pour pouvoir en fait changer ces parties de vous qui continuent de sauver, pour les faire switcher, pour les libérer, pour que maintenant vous puissiez être dans une posture où vous n'êtes plus dans l'oubli de vous pour pouvoir sauver l'autre, mais où vous êtes dans une pleine responsabilité de vous-même et un plein respect de vous-même. Lorsqu'on sauve, souvent on ne se respecte pas. Lorsqu'on apprend à se respecter pleinement, on n'a plus envie de sauver. Parce qu'au-delà du fait qu'on ait conscience de beaucoup de choses sur la responsabilité de l'autre, sur le « on ne sauve pas quelqu'un qui ne veut pas être sauvé », blablabla, une fois que les choses sont replacées énergétiquement, vous n'êtes plus du tout intéressé par les personnes qui ont besoin d'être sauvées. Le game pour ces personnes-là continue de se jouer avec d'autres personnes, avec d'autres sauveurs. Mais vous n'étant plus dans cette posture de sauveur, vous ne rencontrez plus ces personnes-là. Parce que ça ne vous intéresse tout simplement plus. Parce que là où vous trouviez ça attendrissant à un moment donné, oh mon Dieu, le petit oiseau qui a besoin d'être sauvé, c'est trop mignon. Là maintenant, ça vous débecte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est tout un rapport avec cette notion de sauver qui se transforme. C'est ce que je veux qu'on fasse lundi. C'est là en tout cas où je vais vous accompagner lundi pour les personnes qui reçoivent l'appel pour ce soin de lundi sur le sauveur. Mais c'est là-dedans qu'on va aller, quoi. Redescendre dans les origines, le pourquoi du comment, qui êtes-vous allé sauver à un moment donné, comment avez-vous gagné en reconnaissance et en amour en sauvant l'autre, comment avez-vous réussi à agripper l'amour de l'entourage en allant aider, en allant sauver, en allant tendre une main. J'ai eu un flash qui était, je ne sais plus si c'était durant la séance d'hypnose, c'était un truc que j'avais déjà conscientisé, mais moi je me souviens par exemple que quand j'étais ado, donc j'avais aucun succès avec les hommes, j'avais aucun succès avec les autres boutonneux de mon âge. Voilà, moi je fais partie des personnes qui ont commencé à avoir des relations, vous savez, à 17-18 ans, quoi, parce que sinon on ne me regardait pas. Et j'en souffrais beaucoup, évidemment. C'est dur l'adolescence, vraiment, pour beaucoup de personnes. Donc on ne me regardait pas, donc je ne me sentais pas aimée. Je sentais bien que j'attirais pas, je faisais pas partie des coqueluches et des nanas qui attiraient l'œil des garçons.
Et la première fois où j'ai ressenti de la reconnaissance et on va dire un échange affectif avec un garçon, je devais avoir 16-17 ans, et c'est quelqu'un avec qui il ne s'est rien passé, il n'y avait pas de, comment dire, il n'y avait pas d'attirance, il n'y avait pas de but, voilà, de relation, mais en tout cas c'est un garçon avec lequel j'avais sympathisé, parce que entre autres il s'était fait larguer par une copine à moi, il était très malheureux. Et du coup, bah, j'étais allée le réconforter, en fait. J'étais allée parler avec lui et tout ça. Et c'est la première fois où j'ai senti l'intérêt de l'autre, l'intérêt d'un garçon de mon âge, en allant le sauver, en allant lui apporter du réconfort, en m'occupant de lui, en l'écoutant pendant de longues heures. Oh oui, il allait beaucoup mieux après, donc il était content. Et puis Marina, c'était devenue sa nouvelle meilleure amie, en plus à qui il allait pouvoir, à qui il allait pouvoir raconter toutes ses histoires, raconter tous ses déboires, déverser sa poubelle parce qu'elle avait une oreille magnifique. Et je me dis, putain, c'est tellement symbolique, c'est-à-dire que vraiment consciemment, dans ce dont je me souviens, parce que ça a été impactant, c'est que la première fois qu'un gars s'est intéressé à moi, c'est parce que je suis allée lui tendre une main. Comment voulez-vous derrière que j'aille pas tendre des mains non-stop? Qui veut ma main? Qui veut ma main? Voilà, la meuf qui s'excite un petit peu, mais comment voulez-vous que derrière j'aille pas tendre mes mains? Ça fait partie de ma construction. Donc voilà, je pense peut-être que certaines personnes se sont reconnues là-dedans et se sont dit, ah oui, ben moi aussi je suis allée tendre des mains. Peut-être à sa demande ou pas. Mais je crois, tu sais, même pas à sa demande, Béatrice. C'est-à-dire que sur le coup, il était malheureux. Je vais, oh mon Dieu, il est malheureux. Et j'y suis allée. C'est-à-dire, il m'a pas dit, s'il te plaît, Marina, aide-moi. Après, oui, il y a eu une forme de demande, mais sur le coup, je me rappelle même plus. En fait, il y a eu une demande. Non, non, j'y suis allée parce que l'oiseau blessé, ça venait me toucher. Peut-être parce que j'aurais aimé que moi, on vienne me sauver. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais aimé qu'on vienne me sauver de ma loose d'adolescente. Donc, du coup, je suis allée aider celui qui était dans sa propre loose. C'était une manière peut-être de m'aider moi-même. On peut vraiment remonter dans des trucs, et dans des grandes explications. En tout cas, si je reste sur des faits simples, c'est que je sais qu'il y a eu cette tendance. Et en redescendant plus bas dans les âges, je l'ai vu encore, cette tendance. On peut aller faire bouger les choses. Dieu merci. Est-ce que tu crois que c'est pour ça qu'on se met à travailler dans le soin? Eh ben, c'est une très bonne question, Alexandre. Je pense que quand on choisit l'aide à la personne et l'aide à l'autre, c'est parce qu'il y a un côté sauveur chez nous. Oui, parce que si on n'a pas ce côté-là, il n'y a aucune raison qu'on ait envie d'aller aider l'autre. Maintenant, n'oubliez pas que tout ce qui peut être des faiblesses chez nous ou tout ce qui peut être des failles peut être transformé en force, et c'est là aussi la beauté du soin. C'est-à-dire que peut-être que cette faille d'aller vouloir sauver l'autre pour pouvoir se sentir aimé ou whatever, elle peut simplement se transformer, nous mettre sur le chemin du soin et de l'aide à l'autre. Et puis derrière, on peut en fait transformer le caillou en jolie pierre et en jolie perle, parce qu'en rééquilibrant ça, hop là, on sort du sauveur pour être simplement dans l'aide et le partage. En tout cas, utiliser ce qui peut être une contrainte à un moment donné pour en faire une force. Oui, je suis persuadée que toutes les personnes qui sont dans l'aide ont ce côté sauveur. Mais si on y met de la beauté, si on y met de l'équilibre, si on réajuste cette plaie, façon de parler, on peut en faire quelque chose de beau. N'oublions pas que tout est une question d'équilibre dans tout. Ah, j'ai été une enfant sauveur conçue pour soulager la peine de ma maman qui avait perdu une petite fille à la naissance en moi. Mais moi aussi, j'étais un bébé sauveur. Moi aussi, j'étais un bébé sauveur. C'est vachement intéressant. En tout cas, je sais que j'ai déjà les infos sur comment on va aller énergétiquement, comment on va redescendre à la conception, quelque part, comment vous avez été conçu, qu'est-ce qui a été programmé chez vous, que votre âme avait choisi, hein, bien évidemment, mais en tout cas, comment aller modifier ça, ne serait-ce que dans le rapport aux parents qui je suis allée sauver, et en fait, comment je peux reprogrammer la chose pour ne plus avoir à sauver. On travaille sur le plan des âmes, en fait, des liens aussi qu'il y a
avec la famille pour que chacun puisse reprendre ses responsabilités et qu'à un moment donné, le petit bébé que vous avez été, bah, il n'ait pas cette sensation de devoir sauver la terre entière en s'incarnant, mais qu'il ait juste cette sensation de juste pouvoir être lui, être le sauveur fait, celui qui ne sauve plus juste, celui qui ne sauve plus juste est. Donc, comment sortir de ce faire pour juste être et se sentir aimé tel qu'il est? On peut aller toucher ces trucs-là, c'est vachement intéressant. Ah, c'est pour ça que je ferai attention pour ne pas être sauveuse dans mon nouveau métier de coach. Mais coach, ah oui, mais t'as raison, il le dit. Chez que moi, ça a été un apprentissage. Là, pour le coup, ça, je l'ai acquis dans mon métier. Mais ça demande un boulot, clairement. Quand j'ai commencé à coacher en 2012, j'avais encore ce truc de sauveur dans le boulot. Et en fait, j'étais vachement dans une attente de résultat des gens. Et du coup, comme j'étais dans une attente de résultat, je me mettais de la pression du résultat. Et vous savez, énergétiquement, ben voilà, ça crée des trucs qui sont pas forcément sains. C'est-à-dire que si j'estimais que l'autre n'évoluait pas comme moi je l'avais entendu, voilà, en mettant en place le coaching avec cette personne, je vivais de la frustration, je vivais de l'agacement et je vivais en plus des remises en question en me disant c'est peut-être parce que t'as pas été assez bonne. Donc ça, c'est vraiment les trucs de sauveur, quoi. Parce que le sauveur est frustré lorsqu'il ne sauve pas, hein. Il se dit qu'il n'a pas été bon, il se dit qu'il n'a pas fait assez, il se dit qu'il a loupé un truc, ou il se dit que l'autre ne l'aimait pas suffisamment pour pouvoir se sauver. Donc il y a vraiment, en fait, les répercussions, elles sont énormes. Le sauveur, voilà, le sauveur en échec vit pas bien les choses. Donc professionnellement, ça jouait comme ça. Et c'est quelque chose, je l'ai bossé. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, moi, j'adore partager avec vous. Je vous donne ce que j'ai à vous donner. Je le fais comme pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que je le fais sans me prendre la tête et que je le fais vraiment spontanément. Et puis voilà. Parce qu'il n'y a plus ce truc, en fait, de devoir absolument venir vous sauver au travers de l'écran. Parce que je sais que vous faites votre cheminement, vous, personnellement, vous allez prendre les graines que je vous envoie, que tout le monde ne va pas prendre les mêmes graines, que ça va avoir des temps en fait de pouce qui va être différent selon les personnes, voilà. Mais c'est vrai que c'est bien de faire, Elodie, ce boulot-là parce que c'est pas forcément inné, surtout quand on est dans un métier d'accompagnement. Ah bah oui, ça me bouffe le côté sauveur. Si je ne le fais pas, je culpabilise grave. Ah, c'est bien ça. Dis donc, ça m'a inspiré un truc du coup pour lundi aussi. Aller peut-être dans la chambre de la culpabilité. Parce que ça me fait penser, vous savez, aussi aux croyances quand même religieuses. En tout cas, à toute cette éducation judéo-chrétienne qu'on a pu avoir, ou même toute forme d'éducation religieuse. Même si vous n'avez pas été élevé dans ce truc-là, ça pèse énergétiquement. Il y a quand même une conscience collective autour de ça depuis la nuit des temps qui fait qu'on doit aider son prochain. C'est ça aussi être une bonne personne, quoi. C'est tendre la main, c'est considérer l'autre, c'est faire en fonction de l'autre. Parce que si tu fais pas en fonction de l'autre, tu deviens un égoïste. Il y a tous ces trucs-là, en fait, qui vont venir alimenter les systèmes du sauveur. Être sauveur, c'est être une bonne personne. C'est être altruiste, c'est être ouvert. C'est voilà. Donc il y a pas mal de choses à aller faire bouger. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu culpabilises, Sylvie, quand tu, quand tu ne sauves pas, parce que ça vient toucher aussi des croyances profondes dont on a tous hérité aussi à un moment donné. Mm. Ah, coucou Dadou. Ah, mais c'est cool. Bah, écoute, je suis ravie. Je ne te suivais plus depuis un moment, besoin d'assimiler ce que tu as pu m'apprendre, mais voilà. Ok, 2 fois que t'es live m'attire. Ah, il y a toujours des questions, c'est marrant, hein. C'est un peu, ça s'en va et ça revient. J'aime bien que nos chemins fassent comme ça avec les gens. Je trouve ça magique. Et justement, c'est aussi chacun fait à son rythme. Il n'y a pas d'emprise. On se croise, on s'apporte, on s'écarte quand on a besoin de prendre de la distance. Chacun poursuit son chemin. Hop là, et on se retrouve. C'est bien quand les choses se font simplement. Mm. Ah, l'islam a dans ses piliers le don de soi qui est différent du sauveur et qui permet de recevoir. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Vraiment. Euh, Alors, et que se passe-t-il quand en posant tes limites, l'autre en face
te culpabilise en mettant en avant ta spiritualité. Alors, regarde dans quel système tu es, Chloric, parce que en fait, l'autre appuie sur les boutons, mais il appuie sur tes boutons parce que tes boutons sont à l'intérieur de toi, sont actifs. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui je décide par exemple de ne pas aider quelqu'un et que cette personne me dit « Ah, dis donc, pour quelqu'un de spirituel, tu n'aides pas, machin et tout ça », ça va glisser sur moi comme du savon. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne vient pas me toucher. Je me dirais juste, non mais l'autre, il est tellement pas responsable, il est tellement victime de sa life en fait qu'il est obligé de me jeter la pierre parce que j'ai pas envie d'aller le sauver quoi. Tu vois? Donc si toi ça vient activer quelque chose, ces petites relations d'emprise et ces relations qui somme toute, je suis désolée mais sont toxiques, c'est des relations non responsables. Voilà, tu vois, où il y en a un qui vient sauver l'autre et en plus s'il le sauve pas, l'autre il est tellement comme dans une posture d'enfant qu'il va jeter la pierre. C'est que c'est toi en fait, à l'intérieur de toi qui a besoin de faire un boulot pour pouvoir prendre de la distance par rapport à ça et observer ces petits jeux. Si tu culpabilises, c'est parce que toi tu as des croyances par rapport à tout ça, parce que peut-être que toi aussi tu es en train de te dire que ah ouais, si tu étais une personne plus spirituelle, bah tu serais capable d'avoir non plus des bras, mais on va dire des tentacules pour pouvoir aider la terre entière. Parce que Mère Teresa faisait ça, parce qu'ils ont été nombreux à faire ça, toujours être dans le don de l'autre, le don à l'autre constamment. Ça vient toucher des trucs chez toi. L'autre, il appuie ce qui est présent chez toi. Si c'est pas présent, ça appuie que dalle. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Attendez, quelle heure est-il? Oh mon Dieu! Non, on ne peut pas faire des questions parce que tengo la clase de espagnol. J'ai mon cours d'espagnol dans 2 minutes. Oui, parce que je suis très très assidue. J'ai hâte de vous parler de tous mes futurs projets, mais j'attends que ce soit vraiment installé pour pas vous parler d'un truc et puis que ça ait changé dans 15 jours. J'attends que les choses soient installées. Mais en tout cas, j'ai mon cours d'espagnol dans 2 minutes. Faut que je sois fraîche pour pouvoir parler avec Elena. Je vais plus avoir de jus. Elle va me dire comment ça va. J'ai trop parlé. Bon, ceci étant dit, pour les personnes qui en ressentent l'appel, on se retrouve lundi. Pour les personnes qui ne ressentent pas l'appel, on se retrouve plus tard. Je serai dispo si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà. Buen día a toda la gente. Ouais, don ou attente, c'est une différence fondamentale, c'est clair. Je vous embrasse, je vous laisse, que j'ai le temps d'aller boire un petit verre d'eau. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end. Je vous dis à tout vite. Et puis, je me réjouis de partager le soin de lundi avec les personnes qui seront là. Muchos besos!